Sommet et Collet, le balado du 1er août 2022, tu te lèves le matin avec des rêves que tu mets de côté à la fin de la journée parce que il te manque des connaissances, des habiletés ou des moyens. Plus les journées passent et moins t'as de rêves. Eh bien, là, c'est ici que cette roue se termine. Et on te dit comment, moi et mon invité Sébastien Sasseville. Sommet et Collet est une présentation de la bière Charles-Henri. Une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure Plein Air et les parcs régionaux du Québec. L'autre réseau de parcs. Salut tripeux de randonnée, content de te retrouver pour ce 11e balado. Ou moi qui sonne souvent fin des vacances, mais certainement pas la fin de l'été. Il nous reste encore un bon 2 mois de chaudes journées. Je viens de terminer, moi, les tournages estivaux d'Alexis le Randonneur, saison 3, et je compte bien en profiter aussi et me faire quelques sorties. Et ça a bien débuté. Je te compte ça tantôt dans mon segment des parcs régionaux. N'oublie pas de jeter un coup d'œil à ma boutique là, si tu as des besoins pour tes randos d'automne qui s'annoncent, ben va trincer l'œil un peu sur randonneur.ca et je te mentionne qu'il reste quelques caisses seulement de ma bière l'après-rando en épicerie et en boutique spécialisée comme la chaîne Tite Frette. Je t'invite encore une fois aussi à m'écrire si tu as des suggestions ou questions, sujets matériels, invités, peu importe, à alr@alexislerandonneur.com et je t'invite à t'abonner par le fait même à mes médias sociaux Facebook, Instagram et YouTube, @Alexis le Randonneur. Je perds pas de temps aujourd'hui pour le présent balado. Mon invité va nous jaser de sa passion pour la vie, pour les défis et va certainement nous aider aussi à nous motiver pour passer à l'action dans nos projets. C'est un athlète d'endurance, c'est un auteur aussi et surtout maintenant, je dis surtout, il les porte toutes très bien ces titres, mais il occupe sa vie généralement à donner des conférences. Il a occupé divers rôles en grandes entreprises pendant les 10 premières années de sa carrière et aujourd'hui comme conférencier, sa force réside en sa capacité à bâtir des liens solides entre l'aventure sportive et le monde corporatif. Alors, il a été transformé par ses réalisations. Il est déjà un conférencier vétéran. Il a livré des centaines de présentations sur 4 continents, dont une conférence TEDx. Sébastien est passionné par les thèmes de la gestion, du changement, du leadership et du travail d'équipe. Là, je vous ai donné un indice avec son prénom. Je m'en viens bientôt avec le nom de famille. Diagnostiqué par le diabète de type 1 en 2002, la forme la plus grave du diabète, il montre par l'action que l'adversité peut être transformée en opportunité. La liste de ses réalisations ne cesse de s'allonger. Il a atteint d'abord le sommet du mont Everest, complété la course du Sahara. Il a également traversé le Canada à la course, un périple de 7500 km, équivalent à 180 marathons en 9 mois. Quelques années plus tard, Sébastien récidive, cette fois-ci en traversant le pays à vélo, en 15 jours et 17 heures. Plus récemment, ça l'a mis beaucoup sur la sellette, il a complété la mythique Race Across America, l'épreuve d'ultracyclisme la plus difficile au monde. Un parcours de 4800 km bouclé en moins de 12 jours. Il incarne la résilience et le dépassement de soi. Il provoque des réflexions profondes, il motive et il inspire l'action et c'est pourquoi j'ai voulu le recevoir sur mon balado dans le segment Sommet parce que c'est un top pour moi. Sébastien Sasseville, salut, bienvenue dans mon sous-sol, bienvenue à Sommet et Collet. Salut, ça va? Ça va très bien. Content de t'avoir en face de moi. On a échangé quelques fois à travers les années, évidemment à travers les médias sociaux. Je dois le dire, là, je connais ta sœur. C'est comme ça qu'on est mis en contact un jour, disons-le comme ça. Je le disais en début d'émission. Et ça m'avait marqué dans une des conférences que j'avais, en fait, un bout de conférence que j'avais écouté. D'ailleurs, je pense que c'était la TEDx, probablement. Tu disais qu'il faut pas envisager un défi ou un rêve avec la personne que l'on est maintenant, mais avec la personne qu'on va être demain. Et je dois te dire que depuis ce moment-là, et là, ça fait plusieurs années quand même déjà que je t'ai entendu dire ça,
je l'applique pas mal à moi-même depuis ce temps-là et je remarque que ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses, entre autres mon virage de carrière, de travailler avec ma passion, de la communication, mais aussi de la randonnée. Donc, ça veut dire que tout est possible quand on est dans l'action. Absolument. On peut faire beaucoup plus de choses qu'on pense qu'on est capable de faire. Et ce que je disais dans ce bout de conférence-là, c'est qu'il faut que quand on fixe l'objectif, il soit impossible. En soi, ça, je trouve ça très, très, très motivant. Si c'est possible, c'est pas un rêve, c'est un to-do. Tu sais, puis les choses à faire, c'est rare qu'on ouvre le champagne pour ça, là. Je trouve ça, donc, vraiment excitant quand ça se peut pas aujourd'hui. Puis ça permet un genre de focus sur le chemin pour se rendre. Puis ça, on l'entend, on le dit. À la limite, ça devient, quote-unquote, tu sais, comme quétaine. Mais c'est ça. Donc, quand tu t'attardes à développer les habiletés qu'il faut, les connaissances qu'il faut, les montagnes grossissent, les défis grossissent, puis tu te réveilles, puis next thing you know, tu es en train de faire la chose que tu penses qui se pouvait pas, là. Donc, ce que tu dis, c'est que ça commence, oui, par un rêve, mais à un moment donné, il faut arrêter de rêver. Oui, absolument. Donc, ça prend l'objectif qui se peut pas, mais il faut commencer. Puis ça aussi, c'est une immense partie de mon message. Souvent, les gens, ils se rappellent de moi pour ça. C'est l'importance, la puissance du premier pas. Donc, ce pas-là, il est toujours très difficile. C'est pas super sexy comme message, mais je veux dire, ça fonctionne. Si c'était plus sexy, peut-être je serais plus riche. Mais ce que je fais au final, j'aide les gens à commencer. C'est aussi simple que ça, à trouver le courage de se dire, ben c'est correct, j'y vais. Puis aussi de se dire, ça se peut que ça marche pas. Tout ce que j'ai fait, je veux dire, cet été, Race Across America, Everest, tout ça, il y avait à chaque chose que j'ai faite, il y a toujours une grosse chance que ça marche pas, mais on y va quand même. Puis ce premier pas-là, le coût de pas essayer est toujours plus grand que le coût d'échouer, là. Donc, tu fais ce premier pas-là, puis ça ouvre plein de belles portes ensuite. Ouais, c'est ça. C'est que le prix à payer est beaucoup plus élevé si on fait rien parce que, justement, on ne se donne pas de chance d'atteindre notre objectif puis de réaliser ce rêve-là. Oui, puis la façon dont on définit le succès puis la réussite quand on fixe l'objectif, des fois, c'est même pas ça qui se passe. Donc, parce qu'on sait ce qu'on sait au début. Donc, quand tu acceptes de commencer, de voir ce qui va se passer, tu es ouvert à apprendre, à grandir, ben, tu te rends compte des fois que la cible que tu visais, c'est même pas ça la bonne cible, ou qu'il y en a une encore plus intéressante, plus excitante à côté. Donc, l'expérience elle-même, c'est elle qui te permet de voir ça. Puis tant que tu n'es pas dans l'action, après le premier pas, ben, il n'y a rien qui se passe. C'est le chemin un peu qui te dicte éventuellement ce dont tu vas, en fait, ce que tu vas atteindre. Oui, vraiment. Moi, je suis pas un adrenaline junkie. Moi, ce qui m'allume, puis la raison pour laquelle je continue de faire ces choses-là, c'est pas, tu arrêtes un petit peu de penser à cette notion de succès-là, puis tu te consacres à essayer d'accumuler des expériences de vie enrichissantes. Et ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Écoute, on va revenir quand même sur l'ensemble de tes défis, mais évidemment, ton premier majeur réalisé avec l'ascension de l'Everest, bon, ça me touche particulièrement, comme la tribu qui nous écoute aussi, sans aucun doute. J'aimerais que tu nous expliques un peu comment c'est arrivé ce défi-là, comment tu t'es lancé ce défi-là. Raconte-nous peut-être l'histoire autour de la grimpe. Ben, le souvenir le plus lointain, c'est à l'enfance. Je grandis en campagne et c'est avant les téléphones cellulaires puis tout ça. Donc, on s'amuse dehors puis on grimpe dans les arbres. C'est aussi simple que ça. J'adorais faire ça. J'adorais monter jusqu'en haut, la vue d'en haut, l'effort, la récompense. Ensuite, tu te rends compte rapidement, faut que tu planifies la descente. Qui est parfois plus périlleuse, hein? Ben oui. Et bon, là, vois quelques livres, films, documentaires sur le mont Everest. Je deviens vraiment fasciné par ça. Puis parce que c'est la plus haute, dans ma petite tête à l'époque, c'est ça qu'il faut que j'aille faire. Ce qui n'était pas nécessairement la meilleure réflexion, là, mais bon, ça devient un rêve puis une fixation. Le diabète arrive, tu sais, à travers tout ça.
C'est arrivé quand même, entre guillemets, sur le tard. Là. Ouais. C'est pas quelque chose que tu avais de naissance. Oui, absolument, absolument. Donc, à l'âge de 22 ans, je deviens diabétique de type 1. Donc, c'est pas que je l'étais sans le savoir, c'est que je le deviens. À 22 ans, je suis plus ou moins actif. J'ai étudié à Laval. Je suis pas mal plus au pub qu'au PEPS à l'époque. Donc, rien d'anormal. Mais c'est avec le diagnostic que là, je prends soin de ma santé, que je commence à faire de l'alpinisme, que je commence à la randonnée, que je commence à être à l'extérieur, à faire du sport beaucoup plus. Et puis, ça a amené éventuellement là, à l'ascension du Mont Everest. Donc, tu as quand même fait de la rando à cette époque-là, parce que c'était pas prévu qu'on parle particulièrement, même si c'est un podcast sur la rando, de randonnée avec toi. Mais tu as réalisé quand même quelques sorties à ce moment-là et ça t'a mené éventuellement à l'alpinisme puis à ce dont on parle, l'Everest. Oui, absolument. Donc, de la rando ici dans le coin. J'habitais à Vancouver 5 ans, donc il y avait un paradis là-bas pour l'entraînement. Puis quand le rêve est devenu un projet, ça c'est une étape importante, ben là, les années auparavant, j'essayais d'aller 1000 mètres plus haut en altitude à toutes les années pour voir comment le corps réagit à ça. C'est super important. Et puis, techniquement, ben là, on se préparait pour arriver au Mont Everest. Donc, ça commence avec, je pense, en 2005, une ascension du Kilimandjaro. Donc, rien de technique, mais on est seulement à goûter de l'altitude à 6000 mètres. Ensuite de ça, bon, pendant que l'entraînement continue à la maison, pas obligé d'aller loin pour t'entraîner techniquement. Quelques années plus tard, Mont Lénine, Kyrgyzstan. Donc, on goûte à 7000 mètres. L'année suivante, Cho-Oyu, la 6e plus haute au monde. Une année avant l'ascension du Mont Everest. Donc, goûte à 8000, atteint pas le sommet, apprend énormément. On était avec la même équipe avec laquelle on a fait l'ascension du Mont Everest l'année suivante. Petite déception de ne pas atteindre le sommet, mais quand on est revenu à la maison, on s'est rendu compte, l'objectif c'était quoi? C'était d'être prêt pour l'année prochaine. Est-ce qu'on a atteint ça? Oui, absolument. Et puis, on a une belle ascension en 2008. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que tu penses, parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'on voit les fils sur le Rosso Hillary, entre autres, tu sais, bon, sa mauvaise presse un petit peu actuellement. Est-ce que parce que je pense que, bon, le gouvernement népalais, entre autres, pour resserrer un peu les règles du jeu, voulait demander aux grimpeurs d'avoir fait déjà une expérience sur un autre 8000 avant l'Everest. Donc, j'imagine que toi, tu vois ça d'un bon œil si tu l'as expérimenté toi-même. Absolument. Absolument. Les line-up qu'on voit, bon, c'est pas toutes les années, mais on a vu des images quand même accablantes. On nous sort pas souvent la même année, d'ailleurs. Ouais. Mais, je veux dire, tu vois ce line-up-là devant toi, tu revires d'abord, tu retournes à la maison. Et c'est extrêmement dangereux. Et maintenant, je suis quand même prêt à dire, à avouer, j'avais 28 ans quand j'ai fait l'Everest, relativement jeune. Il y a une drive en toi qui veut absolument réussir. Donc, c'est facile d'avoir de la sagesse là en jasant autour d'une bonne bière. Ouais. Mais dans le feu de l'action, est-ce que réellement tu prends les meilleures décisions? Ça, bon, faut être mis devant ces scénarios-là pour le savoir, là. Ton équipe était plus âgée que toi ou c'était tous les jeunes à peu près de ton âge? Tout le monde était plus âgé que moi. L'équipe était particulière. Moi, avec le diabète de type 1, quelqu'un qui était atteint de la maladie de Crohn, un amputé, puis on avait quelqu'un qui avait 71 ans à l'époque. Okay. Donc, c'était une équipe particulière. Au final, je pense que ça a créé quelque chose de beau parce que on n'était pas rassemblés seulement autour du sommet, mais autour d'une mission. On voulait avoir de l'impact. Et je crois que ça a fait qu'on a pris des meilleures décisions. Nous et évidemment l'équipe qui nous accompagnait, donc deux guides canadiens, toute l'équipe de Sherpa. On peut pas parler de cette montagne-là sans rendre hommage à ces gens-là. Puis écoute, moi je me présente moi je suis pas un alpinisme. Je l'ai été, là. Il y a 10-15 ans, je me présentais comme un alpiniste. Aujourd'hui, je suis un athlète d'endurance. Ça fait plusieurs années que j'ai pas grimpé. Je sais pas si je me rappelle comment attacher un nœud. J'irai pas grimper avec moi là, en ce moment. Je suis super honnête, transparent là-dessus. Donc, c'est grâce à ces gens-là qu'on est arrivé en haut. Donc, ça prend une bonne préparation. Tu l'as mentionné. Vous l'avez fait en passant par le Cho-Oyu. Là, tu m'as dit d'où était venue un peu cette idée-là d'un jour grimper Everest. Mais bon, ça demande quand même certains moyens. Et ça, c'est passé par quelle méthode?
Commandite. Je viens d'une famille très classe moyenne. On a manqué de rien. Donc, tout ça a été financé par mes commanditaires. J'ai dit, je suis diabétique de type 1, donc ça a été des commanditaires dans le pharmaceutique, dans l'équipement médical, des compagnies qui opèrent dans le monde du diabète. Maintenant, c'est pas parce que tu es diabétique qui te font un chèque. Donc, je pense que tu peux en témoigner. Puis ceux qui nous écoutent, qui cherchent des commandites, il n'y a rien de facile dans cette industrie-là. Ça aussi, c'est une très belle école. Moi, c'est tout ça que j'aime, du sport d'endurance, de ces grands projets-là. La partie sportive, je suis passionné par ça, mais c'est la pointe de l'iceberg. Donc, puis s'il y a une chose qui me met en maudit, c'est quand quelqu'un dit « Ah ben oui, si quelqu'un me l'avait payé, moi aussi, je le ferais. » Ça marche pas comme ça. Donc, puis tu l'as travaillé, là. Ah, mon Dieu, c'est toutes tes soirées qui passent à travailler sur le financement, toutes tes vacances, tout ton argent, tout ton temps. Tu te fais dire non 50 fois avant qu'il y ait un oui. Parce qu'il faut pas oublier là-dedans, il faut pas que ça soit une frustration. Moi, j'ai toujours vu comme s'il refuse, c'est que ma proposition n'était pas intéressante. Donc, la balle est dans mon camp, puis je dois apprendre. J'ai certainement appris, puis j'ai beaucoup d'appels, de courriels maintenant, parce que j'ai développé une pas si pire expertise pour aller chercher des commandites. Mais j'ai fait toutes les erreurs possibles. Donc, cette partie-là est vraiment importante à maîtriser, à le voir comme une école, à aimer cette partie-là pour faire financer nos trucs. Ouais, ça fait... Le défi démarre là. Je te dirais. Beaucoup. Évidemment, on a la responsabilité de l'entraînement, mais effectivement, le financement, c'est une grande part de ces aventures-là. À moins qu'on soit déjà millionnaire, multimillionnaire, ça, c'est sûr que ça peut faciliter les choses, mais la majorité des gens qui se lancent dans des défis comme ceux-là, c'est pas le cas. Non, c'est rarement le cas. Puis je pense, brièvement, là, la chose la plus importante, l'approche que j'ai maintenant, c'est un peu... c'est ironique, mais il faut que tu te dises que on s'en fout de ce que tu t'apprêtes à faire. Donc, l'idée, c'est de présenter le projet d'une façon qui est utilisable pour une organisation, bien la choisir, s'intéresser à eux, de leur poser des questions avant. Donc, avant de faire un pitch, jamais je vais faire un pitch à une entreprise que j'ai pas rencontrée avant pour leur demander, mais qu'est-ce qui s'en vient l'année prochaine puis la suivante? Ouais. Est-ce qu'il y a un lancement de produits? C'est quoi les valeurs? C'est quoi les marchés qu'on essaie d'atteindre? L'anniversaire. Bon, tout ça. Et puis, pour intégrer des valeurs, pour intégrer des concepts clés à l'expédition, parce que c'est seulement comme ça qu'eux vont pouvoir l'utiliser. Ouais. En fait, c'est ça. Il faut tout de suite s'enlever de la tête que c'est pas vrai qu'on va monter un document puis on va l'envoyer par courriel à 50 entreprises. C'est à refaire pour chacune des entreprises. Absolument. Puis les partenaires hors argent bronze, là, c'est fini ça. Donc, chaque partenaire, c'est de la personnalisation, c'est de voir toi, qu'est-ce que tu veux en retirer? Toi, c'est quel type de visibilité que tu veux retirer? Il y en a qui veulent... Ça sert à rien d'être dans les médias. Donc, comprendre ces besoins-là, puis ensuite construire quelque chose sur mesure pour eux. J'aime ça qu'on ait fait cette parenthèse-là parce que c'est des questions qui sont souvent posées. Bref, on y a répondu en partie. J'espère que si vous avez d'autres questions, vous voulez aller plus loin, vous avez des plans à développer, contactez mon ami Sébastien. Passons à ton deuxième défi. Et ça, évidemment, je connais un peu parce que, tu le sais, ma femme a fait le marathon des Sables. C'est très similaire. En fait, c'est la même course, ou à peu près, que tu as réalisé. Et ça remonte il y a quand même plusieurs années. 2012. C'est en 2012. Donc, ça fait 10 ans. C'est ton 10e anniversaire. Parle-moi donc un peu de cette course-là, parce que là, tu venais de terminer l'Everest. Oui. Et tu te lançais dans ce nouveau défi-là. Tu n'en avais pas eu assez. Oui, c'est quelque chose que j'avais vu passer sur Internet il y a quelques années auparavant. J'avais accroché là-dessus, mais sans plus. Et là, je pense aux 2, 3, 4, 5 ans, là, l'envie de refaire un gros projet revient. Puis c'était vraiment l'écart, la différence, l'opposition entre Everest et Sahara que je trouvais super, super intéressante. C'était là de repartir à zéro, de développer des nouvelles habiletés transférables pour être efficace, dans un environnement complètement différent. Tout le changement d'attitude puis de mindset que ça allait demander, je trouvais ça complètement fascinant. Puis je voulais aussi aller me challenger dans quelque chose. Est-ce que tu courais déjà dans ton entraînement? Un peu. Je me suis mis au Ironman après l'Everest.
J'ai jamais regrimpé après l'Everest. C'était certainement pas le plan. Puis c'est pas vrai qu'on arrête parce qu'on a grimpé la plus grosse. Puis ça me manque un peu. Tu sais, on fait ça par amour, tu sais, d'être dehors. Là. Ouais. Mais ce qui s'était passé, c'est que, bon, je voulais prendre un break parce que là, ça faisait 10 ans que tout mon temps, mon argent, mon énergie, tu sais, allait sur l'alpinisme. Des amis me disent, on s'inscrit à un Ironman, on fait quelque chose de différent. Je dis oui, je deviens complètement accro. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'ai fait 10 Ironman. Donc, oui, je courais là, depuis 3-4 ans quand j'ai fait la course dans le Sahara. OK, oui, parce que ça demande la course, ça demande de la discipline, on va se le dire. On passe pas 3 jours sans courir, là. Il n'y a aucune quantité d'ego et de résilience qui peut remplacer un entraînement fait avec assiduité et constance et discipline. Là, tu te rends là-bas dans le Sahara. C'était au Maroc, ça? Du côté égyptien. Du côté égyptien. Et là, c'est 250 km en autonomie que tu vas courir sur, c'est quoi, 5 jours? C'est 5 jours. Donc, 5 étapes chronométrées. Autonomie quasi complète. Donc, tout est fourni sauf l'eau. Et l'eau, bon, j'ai consommé là, 70 litres d'eau en 5 jours, donc à tous les 10 km, un point de ravitaillement. Mais pour le reste, tu arrives avec tout ton équipement, avec ton snack pour la semaine et tu le transportes. Okay, donc, tu as une liste à observer, à compléter, tu es surveillé. J'imagine que tu as un poids maximum ou minimum. Il n'y a pas de poids maximum. Évidemment, mais toi, tu le cherches. ouais, mais c'est à toi de trouver l'équilibre entre confort et performance. Ouais. Plus tu amènes de bouffe, puis tu stockes, plus tu vas être confortable, mais moins ça court vite. Donc, tu balances tout ça. Il n'y a pas de poids maximum, mais il y a une liste d'équipements à avoir. Et puis, ils sont très sérieux. Ces courses-là, ça peut devenir dangereux si tu n'as pas ce qu'il faut. Donc, il y a un equipment check la veille ou l'avant-veille. Et si tu n'as pas ce qu'ils t'ont demandé d'avoir, là, si tu n'as pas fait tes devoirs, tu ne prends pas le départ. Donc, ça, c'est très, très, très sérieux. Il y a beaucoup de médecins, d'ailleurs, sur ces courses-là tout au long du parcours. Hein? Oui, médecins, infirmières, c'est relativement sécuritaire. Un des souvenirs que j'ai frappant, ils nous posaient tout le temps la question, pas si on buvait de l'eau, ça, ils savaient qu'on buvait, mais c'est la question des électrolytes. Ouais. Est-ce que tu prends tes électrolytes? Parce que si tu bois seulement de l'eau, là, il peut y avoir un débalancement, puis c'est ça, en fait, qui est dangereux. Faut que tu liches un petit peu ton bloc de sel. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de cette course-là? Qu'est-ce qui t'en est resté? Écoute, que ça se peut qu'on peut passer à quelque chose de complètement différent. T'as aucune idée si tu vas terminer. Faut commencer sans avoir toutes les réponses. Faut accepter un certain niveau d'imperfection. Ton cerveau est en endurance est très bon pour trouver une raison pour laquelle arrêter. Donc, c'est à toi de déterminer si c'est un inconfort ou un danger. Si c'est un inconfort, bon, c'est le temps d'être résilient, de continuer. Pour moi, ces courses-là, c'est rempli de leçons puis de parallèles. Là, si on porte attention. As-tu trouvé ça plus difficile, ça, ou un Ironman? La course dans le Sahara est plus difficile parce que parce qu'un Ironman, c'est une journée. Le niveau de douleur physique que j'ai perçu, senti pendant la course dans le Sahara, c'est quelque chose que j'ai rarement. Dernièrement, je suis repassé par quelque chose d'aussi noir, mais c'est rare que j'ai souffert autant que ça. Et on va en revenir dans quelques minutes. On va en parler de cette souffrance, mon cher ami. Moi, je vais passer tout de suite au segment du parc régional du mois. J'en ai parlé en introduction d'émission. Je voulais te raconter le fabuleux week-end que j'ai passé à Vallée-Bras-du-Nord récemment avec la famille. On arrive le vendredi soir. Il est à peu près 20h45. On est à la frontale. Et là, on traverse la passerelle qui va nous mener à notre yourte. Et ça, déjà, en commençant, c'est une aventure parce que le campement est à peu près à 1 kilomètre à pied. Donc, on va se charger avec les enfants, ces sacs à dos. Faut pas oublier qu'on doit transporter nos sacs de couchage, un peu d'eau quand même, la bouffe. Puis on est allé dans le léger quand même avec de la bouffe lyophilisée. Mais bref, c'est quand même une certaine préparation. Puis on a l'impression de partir à l'aventure. Et ça, les enfants, ils adorent ça. On arrive à la yourte. Une yourte confortable, quand même relativement équipée, c'est-à-dire lit, matelas, chaudron sur place, table. Et puis, on a la possibilité de se faire un feu. Le bois, c'est-à-dire, est fourni et est disponible sur place.
Donc vraiment, tout ce qu'il faut pour avoir du plaisir. Donc on s'endort, première nuit, lendemain matin, on se réveille quand même assez tôt. Il y a, faut le dire, un puits de lumière au centre de la yourte, ce qui fait que on se lève avec le soleil pratiquement et on se couche quand il se couche. Donc, on revient un peu au mode homme des cavernes. Et là, donc, on se réveille la première journée, c'est la descente en rivière, la rivière Vallée-Bras-du-Nord, en canot, c'est 17 kilomètres. Et on a eu un fun fou là-dessus en démarrant à l'accueil Quentin. On a un service de navette. Donc, on laisse notre voiture qu'on va retrouver à la fin de la journée. Et là, on embarque dans nos canots avec nos sacs et on part pour la journée avec le pique-nique. Et on a eu une superbe journée avec le soleil. Ça a été vraiment fantastique. C'était une première expérience avec les enfants en canot. Et je pense qu'ils ont adoré la chose parce qu'il y a possibilité d'arrêter à certains endroits, dont la connue chute de l'année où on peut aller marcher à peu près une demi-heure, là, aller-retour pour aller se rafraîchir à la chute, la voir, prendre des photos. Et il y a aussi un camping à 7,5 km, un camping rustique où on peut aussi arrêter pour casser la croûte. Il y a plusieurs îles tout au long sur la rivière, plusieurs petits bancs de sable, de la roche, beaucoup. Et cette année, on était chanceux, l'eau était quand même assez haute encore pour la période. Et on a fait très, très, très peu de portage. Alors, je vous le conseille si vous cherchez un endroit pour démarrer le canot ou le canot camping, parce que donc ça aussi, c'est possible à 7,5 km d'arrêter pour camper et de terminer le 10 km restant le lendemain. C'est un bel endroit pour ça. Le lendemain, nous, on est allé en Via Ferrata avec Aventurex sur la paroi. Une paroi d'un dénivelé d'à peu près 80 mètres avec une vue encore là extraordinaire sur les montagnes environnantes. Et ma plus jeune, Denali, 9 ans et demi, a vraiment, en fait, m'a épaté. Comme mes deux autres filles d'ailleurs. Et donc, ils ont réussi à faire le parcours complet. Un peu trop jeune, c'est-à-dire pour faire la descente en rappel. Question d'assurance probablement. On m'a pas expliqué, mais ça débute à 14 ans si vous voulez compléter avec la descente en rappel. Et il y a une possibilité aussi de tyrolienne qui passe carrément au-dessus des stationnements. Donc, c'est assez fou. Belle vue encore là, un guide extraordinaire. Je vous le conseille, mettez ça sur votre liste. Et bien évidemment, c'est tout près de 100 km de sentiers, de rando et de vélos de montagne aussi qui sont disponibles. Nous, on a fait le sentier Le Phénix, qui est l'ancien Castor, pour ceux qui connaissent. Superbe sentier, beaucoup de roches avec de la fougère sur le dessus des roches. En fait, j'en ai jamais vu autant qu'à cet endroit-là, avec des petits passages sur des capes de roches, petites grottes même. En tout cas, on peut penser que c'est des grottes ou presque. Les enfants vont le croire, en tout cas, si vous voulez jouer, mais c'est vraiment un superbe endroit. Alors, je vous le conseille, Vallée, Bras-du-Nord, beaucoup d'activités possibles avec le camping et donc les autres activités sportives. Si vous avez un vélo, en tout cas, c'est aussi la place. Là, je vous le conseille, amenez votre vélo de montagne pour descendre. Entre autres, la classique et connue Nelson. Tu pourras aussi t'arrêter à la micro de la place, qui est la microbrasserie Roquemont, qui est composée aussi d'un hôtel, qui est à Saint-Raymond de Portneuf, parce qu'on est dans le comté de Portneuf, tout près de Québec. Là encore, bonne bière, plusieurs sortes. Ma préférée, la NEPA, si vous avez la chance de la goûter. Puis chacune des canettes est à l'effigie d'un sport de plein air, bien évidemment. Donc ça colle aux gens qui fréquentent l'endroit en général. De retour avec Sébastien Sasseville, mon invité pour cet avant-dernier balado de la première saison. C'est notre 11e. Et là, on va poursuivre avec deux autres traversées. Je dis deux autres, on n'a pas parlé d'autres traversées avant ça, mais deux traversées, Sébastien, que tu as effectuées. Donc, le Canada à la course. Et tu as récidivé avec le vélo ensuite. Mais vraiment, cet épisode-là de la traversée à la course, ça m'a fasciné. Je me rappelle t'avoir vu démarrer cette course-là dans la neige à Terre-Neuve avec les mitaines, la tuque, et t'avoir vu terminer de l'autre côté dans le Pacifique avec les deux pieds dans l'eau. Ça aussi, c'est assez fou, là. Ça, pour se dire, je vais me lancer là-dedans. C'est une chose de courir. Il y a beaucoup de logistique autour de ça. C'est un gros projet. Quand on se met à le décortiquer, on se rend compte à quel point
ça prend, premièrement, quelqu'un avec nous sur la route pendant toute cette année-là. Ça prend un véhicule, ça prend les ressources pour se loger et se nourrir pendant toute cette traversée-là. Donc, au-delà de la course, au-delà du marathon par jour ou presque, il y a une grosse partie invisible. Puis encore une fois, souvent, c'est cette partie-là qui est la plus difficile. D'y arriver, de la construire, puis ensuite de ça, de la gérer pendant que tu cours un marathon par jour. Là, on parle de quoi? C'est 180 quelques jours? 9 mois. 9 mois au total. Et c'était pas un objectif de performance. Donc, on vient de voir, là, j'oublie son nom, mais quelqu'un cet été qui vient de battre le record, de la traversée du Canada à la course la plus rapide. Ouais. Moi, c'était loin d'être mon intention. Moi, tout était ancré dans la mission, dans ce désir d'inspirer, de faire une différence puis d'aider les gens qui vivent avec le diabète de type 1. Donc, comme c'était ça l'objectif principal, je courais 5 ou 6 jours semaine. On s'arrêtait pour faire des événements, pour aller dans les centres de diabète, pour faire des entrevues avec les médias, des choses que tu peux pas faire si tu essaies de battre un record. Non, exact. Et donc là, c'était de passer le message puis d'encourager les gens qui vivent la même chose que toi pour leur dire « Hey, il n'y a rien qui t'empêche de faire quoi que ce soit. » Ben oui, si ça se peut, si moi je peux courir un marathon par jour avec la même maladie que toi, je dis pas que c'est facile, mais tu peux faire ce que toi t'allumes. Puis aujourd'hui, il y a différents appareils pour contrôler, entre autres, le taux de sucre. Oui. Donc, ça facilite encore plus la pratique de ces activités-là. Absolument. Ça la facilite, mais il faut pas balancer. Puis je suis certain qu'il y aura quelques diabétiques de type 1 ou leur entourage qui nous écoutent. Faut pas penser que c'est devenu facile. C'est encore, même avec les pompes à insuline, même avec le lecteur de glycémie en continu, c'est encore un fardeau énorme. Il y a encore énormément de la prise en charge de cette maladie-là qui est sur les épaules du patient. Oui. Mais oui, les choses que j'utilise aujourd'hui, regarde, je regarde devant toi, ma glycémie en temps réel sur une montre. Il y a 20 ans, quand j'ai été diagnostiqué, on rêvait à ça. C'était de la science-fiction. C'était quasiment... on riait, on se disait jamais ça va se pouvoir. Mais là, c'est là. Donc, tu as terminé ta course dans le Sahara. Là, tu fais la course pour traverser le Canada. Tu avais cet objectif-là de prêcher. Et puis, comment tu l'as vécu, cette course-là? C'est-à-dire, c'est quand même 9 mois. C'est quand même difficile. Là. Même, on le sait, là, même si tu as eu des pauses un week-end par-ci, par-là, des arrêts, comme tu le mentionnes, si tu courais 5 jours par semaine, tu étais dans des bains de glace assurément aussi, j'imagine, comme on le voit à l'occasion. Oui, je veux dire, il y a des nuits où tu dors pas parce que tu as mal aux jambes, puis le lendemain matin, on te dépose sur le fil de départ, puis tu as un marathon à courir. Donc, oui, on l'a tourné très positif, puis c'était basé dans le message, mais moi, le jour, j'avais un travail à faire. Ouais. Des fois, il fait 35 degrés. J'ai eu des semaines à moins 30. Des fois, il pleut. Des fois, il y a de la grêle. Il y a des grands bouts où il y a personne. Je veux dire, en dessous Sainte-Marie puis Winnipeg, il y a 1300 kilomètres. À la course, c'est 2 mois, il y a 4 maisons, tu sais, 2 villes-là. C'est magnifique, mais donc, c'est vraiment... Puis c'est pas un défi de performance, mais c'est un défi de rester motivé. C'est ça. Sûr. Comment tu l'as trouvé, cette motivation-là? Dans plein de choses. Il n'y a pas une recette en particulière. Tu sais, en particulier, derrière moi, il y avait un de mes meilleurs amis, Patrick Saint-Martin. Lui a traversé le Canada en voiture à 10 km/h. Là. Donc, c'est un saint. Un autre défi, ça aussi. Ouais. Donc, tu sais, il y a des fois, c'était aussi simple que des bons moments que tu passes avec un de tes meilleurs amis. Il n'y a pas beaucoup de soirs où on n'a pas pris une bière devant un feu en train de parler puis de refaire le monde. Donc, oui, quand on avait des événements, là, on était en mode performance, il y avait un message, il y avait une mission, mais il y a des grands bouts de tout ça qu'on passe ensemble. Il y a des journées où tu te motives à cause d'un courriel que tu as reçu d'une famille qui te dit « Hey, ça a changé, l'événement d'hier soir, ça a changé la vie de notre fils. » Il y a des moments où tu te motives, je veux dire, tu es tout seul, puis tu mets de la musique, puis that's it. Puis il y a des journées où il n'y a rien à faire. Puis ça, je veux pas non plus que les conférences qu'on fait, puis tout ça, des fois, il n'y en a pas de truc. Des fois, le truc, là, c'est d'attendre à demain. Point final. C'est normal, une mauvaise journée. Il y a une chose, par exemple, Patrick et moi, on se disait toujours jamais amener hier dans aujourd'hui. Donc, hier, ça se peut que c'était de la chenoute, mais aujourd'hui, on repart à neuf, puis on essaie d'être toujours positif.
Tu parlais de bière autour du feu. Je vais te demander de nous ouvrir celle que tu as devant toi. D'ailleurs, j'aurais dû le faire bien avant. Avec plaisir. La pré-rando, Alexis le randonneur, qu'on va se partager. Génial. Alors donc, justement, là, tu as un petit bip, hein? Oui. Pour cela, d'ailleurs, si les gens vous l'avaient entendu. Alors donc, la course à travers le Canada, et là, quand même, quelques années après, le vélo. Oui. Le vélo, il y avait un objectif de performance. Le vélo, puis on n'en a presque pas parlé, mais il n'y a pas de secret. J'essayais de battre le record Guinness pour la traversée la plus rapide du Canada à vélo. Pour cette traversée-là, il n'y a pas le droit de prendre un bateau ou quoi que ce soit. Donc, la distance établie par l'organisation Guinness, c'est de Vancouver à l'hôtel de ville, à Halifax à l'hôtel de ville. Puis, tu peux le faire dans la direction dans laquelle tu veux. Tout le monde le fait d'ouest en est pour avoir les vents dans le dos. Puis l'année passée, quand j'ai fait ça, j'ai eu du vent de face tout le long. Oh boy. Donc, mauvais timing. Ça n'a pas fonctionné. Et je suis parti dans une vague de chaleur le 28 juin 2021, la journée où le village de Lillooet a brûlé. Donc, d'une part, c'était certain que dans des conditions comme ça, il n'y avait pas de record qui se battait, mais c'est pas non plus une excuse. Jamais je vais dire c'est à cause de la météo. Ça serait super irrespectueux envers le sport, envers la personne qui a le record, envers, tu restes au Canada en bicycle, ça prend 13, 14, 15 jours. C'est sûr que tu vas rencontrer de la météo. Donc ça, il a fallu dealer avec. Mais, puis aussi, on s'est rendu compte, c'est une première expérience d'ultracyclisme. On a fait énormément d'erreurs dans la logistique, dans la stratégie de soutien. Et c'est grâce à ça qu'on a eu une aussi bonne performance à la Race Across America l'année suivante. Oui, puis on va y venir dans quelques secondes, je dirais. Je voulais juste terminer avec cette portion-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux remettre? C'est-à-dire, est-ce que tu veux te relancer sur le record, Guinness? Peut-être. On va voir. Il faut que tu le sentes. Il faut que ça soit attaché à une mission forte. Il faut pas que ça soit trop ancré dans l'ego, puis juste toi, puis ton petit désir de performance. Il y a des routes dangereuses aussi. Donc, avec l'âge, il y a des choses qui me tentent un peu moins. C'est certainement une expérience enrichissante. Puis oui, je veux dire, je vais toujours être tenté là, de réessayer. Oui, parce que tous ces défis-là que tu places devant toi te nourrissent. Te nourrissent pour tes conférences, te nourrissent toi comme individu, évidemment, à la base, mais c'est des choses que tu peux repartager ou en tout cas partager avec les gens que tu rencontres. Oui, moi, j'ai jamais gagné de course, OK? Je sais pas si j'ai ce qu'il faut pour battre un record. Ce qui est important pour moi, c'est que ce que je fais, ça sert à quelque chose, que ça a un impact, que ça fasse du bien aux autres d'une certaine façon. C'est important pour moi de rester attentif aux leçons qu'on peut apprendre pour que ça se partage. Ça, moi, ça me rend heureux, puis c'est surtout ça que j'ai le goût de continuer de faire. Parlons-en de la Race Across America. Donc ça, c'est ton petit dernier, là. Oui. Alors, t'arrives de cette course-là il n'y a pas si longtemps, quelques semaines. Ça aussi, c'est un autre défi. Donc, tu t'es préparé un peu avec cette course-là de vélo à travers le Canada. Tu as pris des notes. Et puis là, tu t'es lancé sur cette course-là qui est la plus difficile en ultra-cyclisme. Oui, la course d'ultra-cyclisme la plus difficile au monde, c'est 2 fois... c'est 30% plus long que le Tour de France. On le fait en la moitié du temps. C'est 4800 km avec un maximum de 12 jours. Et c'est vraiment ça qui rend la course spéciale. Ouais. Le compteur n'arrête jamais. Donc, c'est pas une course en étapes, des étapes chronométrées. C'est le compteur part à Oceanside, en Californie. Et si tu n'arrives pas à l'autre bout, à l'intérieur de 12 jours, tu as un DNF. T'as intérêt à pas trop dormir. Point final. Ben, c'est ça. Donc, la course, on est sur le vélo 20 ou 22 heures par jour. 10, 11, 12 jours d'affilée. C'est épouvantable. Donc, pour réussir, moi, je suis dans la catégorie solo. Et tu as à peu près 50% des gens à tous les ans qui ne terminent pas cette course-là et tu peux pas y arriver sans une équipe.
C'est une équipe de soutien bien rodée, c'est une équipe de soutien qui te prend en charge, qui s'occupe absolument de tout sauf de pédaler. Fait qu'on a ce qu'on appelle nos moments de performance, là, le Seb to Bed et Seb to Bike. Donc, tu débarques d'un vélo, tu viens de rouler 400, 450, 500, 550 km selon les journées. Et en 15 minutes, il faut que tu sois au lit. Il faut que tu aies passé à la physiothérapie, il faut que tu te sois alimenté, que tu te sois lavé. Tu touches absolument à rien. Moi, j'ai des souvenirs de gens qui mettent de la nourriture dans la bouche pendant que quelqu'un m'enlève mes souliers. Tu t'évanouis, tu t'endors pas, tu t'évanouis. Et à 2 heures, puis là, tu es dans un petit hôtel, tu n'as pas de clé de chambre, tu n'as pas de cadran, tu touches à rien. Et quelqu'un te réveille et 15 minutes plus tard, il faut que tu sois sur le vélo. Et ça, c'est ton équipe à toi? C'est toi qui les recrutes? Comment ça fonctionne? Oui, ouais, c'est ton équipe à toi. Nous, j'ai réussi à trouver 10 personnes, des amis, des membres de la famille, des âmes généreuses, des gens qui ont voulu embarquer. Puis ça a été un laboratoire incroyable. C'est une mini-entreprise. Donc, comment tu recrutes ces 10 personnes-là? Comment tu les choisis? Comment tu fais pour qu'ils deviennent motivés puis engagés? Le plus important, comment tu fais pour qu'ils s'approprient la mission, qu'ils deviennent aussi compétitifs que toi, qui veulent réussir. Donc, Gabriel Renaud, un très bon ami qui était le chef de cette équipe-là avec moi, toute notre préparation, donc c'est 1 an de préparation, c'est des meetings avec l'équipe virtuelle tous les mercredis, 1 heure par semaine. Et puis là, on jase de toutes ces choses-là. C'est débile mental, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. T'as raison. C'est les gens qui vont nous écouter, ils vont dire bon sang, pourquoi faire ça? Ça revient souvent quand même. Écoute, c'est la relation que tu as avec le moment le plus difficile dans l'épreuve. J'ai mes plus beaux souvenirs, là, j'en parle, j'ai la chair de poule, c'est quand ça va le plus mal, puis je regarde Gab puis Philippe, le directeur sportif, puis là, je souffle, là, ça va pas bien. Puis j'ai un gros sourire, puis je leur dis « Hey les gars, c'est vraiment difficile. » Puis tout le monde part à rire. Puis il y a de l'autodérision là-dedans, il y a un aveu qu'il faut être craqué pour faire ça. Mais tu vois que tout le rapport à l'effort change, puis tu sais que tu fais quelque chose de bien, que tu grandis, que tu te challenges, que tu vas être content à la fin. Puis ça, je pense que c'est soit que tu l'as ou soit que tu le développes, mais c'est super important. Puis tout le monde a une belle expérience là-dedans quand tu mets un petit peu d'humour. Puis on revient tout le temps à ça, mais tu sais pourquoi tu le fais. Puis tout le monde dans l'équipe avait l'impression qu'il aidait, puis qu'il y avait un impact sur les gens qui vivent avec le diabète, qui contribuait à faire avancer cette cause-là. Puis c'est pour ça qu'ils te donnent 2 semaines de leurs vacances. Ils ne te donnent pas 2 semaines de leurs vacances pour venir t'aider à prendre du Gatorade quand c'est le temps. Là. Il faut que les gens sentent qu'ils font quelque chose d'important et puis qu'ils contribuent à une cause qui a un impact. C'est pour ça qu'on dit que c'est des aventures humaines, hein? Avant tout, parce que c'est ce qui en reste. C'est 100% ça. C'est 100% ça. J'ai mes objectifs sur mon bureau. J'espère que tout le monde fait ça. 2 objectifs financiers, personnels, de carrière. Dans mes objectifs personnels, c'était pas genre top 5 à la RAM. C'était créer une expérience inoubliable pour ces personnes-là que j'aime. Et on a travaillé là-dessus 1 an, puis on est liés par ça, là, à vie. On est une famille. Ces gens-là, ils vont pas tous refaire ça tous les ans. Là, moi non plus, là. Donc, c'est une aventure humaine. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Quelqu'un nous écoute et il a un rêve en tête. Juste, quel conseil pourrais-tu lui donner si c'est pas où commencer? Ben, commence. La réponse est dans la question. Commence. Puis, ça se peut que ça soit pas aussi efficace au début, qu'on commence pas dans le bon ordre. Commence. Mon parcours, il est très simple. Big Impossible Goal, un premier pas, puis ensuite un pas à la fois. Ça non plus, c'est pas sexy, mais à date, ça marche. Ouais. Commence, puis ce premier pas-là va indiquer le chemin pour le deuxième, puis t'as juste le tir au besoin, puis c'est de faire une petite chose à tous les jours pour être plus proche de l'objectif. J'ai envie de te relancer en disant, est-ce qu'on peut être plus concret que commence? Est-ce que tu dirais
sors une feuille de papier, puis fais-toi un plan, fais-toi un début, une fin. Il y a pas de bonne façon, là, tu vas me dire, mais... Toutes ces réponses. Mais c'est parce que même ça, là, tu sais, un papier, puis l'écrire, mon but, c'est ça. Souvent, ça reste dans la tête des gens, puis souvent, si tu dis, je vais écrire mon but, ben là, une fois rendu là, tu dis, tiens, je vais faire les 5 étapes. Tu sais, ça, en commençant, il y a plein d'affaires qui suivent par la suite. Ça s'enchaîne. Oui, ça prend de la constance. Il n'y a rien de plus payant que la constance. T'as beau commencer, puis aller dans un café, tu sais, puis avec le petit setup parfait, là, puis là, faire la liste de où tu veux. Comme, c'est cute, mais ça sert à rien si tu prends pas une petite action concrète le lendemain. Faut que tu en fasses un job. Ouais, ou que tu en fasses à tous les jours. Puis là, bon, tout le monde a la chance, on s'est rendu le gagne-pain. Je pense que pour accéder à ça, on a sacrifié plusieurs de nos soirées. Mais au début, c'est pas obligé, faut pas que ça devienne un fardeau non plus. Donc, c'est quoi une petite chose que je peux faire aujourd'hui? Une petite chose, ça sert à rien si c'est juste une fois. Mais c'est une petite chose à tous les jours. Ça sera pas un fardeau. Puis à un moment donné, tu prends de la vitesse puis du momentum. Il nous reste quelques minutes à peine, Sébastien. Tu donnes des conférences en entreprise. Est-ce que tu as des conférences qui sont publiques à l'occasion? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ton calendrier? C'est extrêmement rare. Chaque conférencier construit sa business, tu sais, selon ses forces, selon ses intérêts. Je fais à 99%, c'est du corporatif. Je me suis installé dans les thèmes de la gestion du changement, du travail d'équipe, leadership. Et bon, toujours avec la saveur inspirante. Au final, je raconte des histoires, mais c'est des histoires qui incarnent des moments d'adaptation, puis d'agilité, puis de trucs comme ça. Donc, si ça vous tente d'entendre Sébastien dans vos entreprises, parlez à vos ressources humaines. Ça va lui faire plaisir d'aller voir, je suis certain. T'as d'autres projets qui s'en viennent, Sébastien, sur la table à dessin? Oui. Probablement un retour à la Race Across America en 2024. D'ici là, le gros focus, il est sur le travail, sur les conférences. On a quelque chose de fascinant, de nouveau qu'on est en train de construire. Vraiment, au-delà d'une conférence avec quelqu'un qui parle, puis peut-être des photos à côté, vraiment créer une expérience 360 degrés pour pas que tu regardes une photo de forêt, mais que tu sois dans la forêt, donc avec une projection 360, avec des bruits de branches, les oiseaux, une musique qui supporte quand c'est touchant. Donc vraiment d'envelopper les gens dans une expérience. As-tu eu la chance, malgré la COVID, de donner des conférences virtuellement, de continuer à en faire? Oui, ça n'a pas arrêté. J'ai plein d'amis qui étaient dans la business, qui ont soit arrêté, soit ralenti beaucoup. Quand la pandémie a commencé, moi, je me suis dit comment je fais pour créer la meilleure conférence virtuelle possible. J'ai construit un studio dans la maison, ça a coûté 15 000 $. Et puis, pendant la pandémie, j'ai mon nombre de conférences par année qui est à peu près à 60, 70, ça n'a pas fléchi. Donc, ça a été différent. Il y a eu au début, tu sais, des mois plus difficiles, mais en se réorganisant, puis à un moment donné, on s'est rendu compte que plus que jamais, il y avait un besoin. On s'est rendu compte que le virtuel fonctionnait, grosso modo, et puis ça a continué. Mais ça demandait un effort, ça demandait de l'adaptation. Bravo. Si on veut te suivre, on fait comment? Réseaux sociaux, les Instagram et de ce monde, Seb Inspires, site web qui est un petit peu plus corporatif pour les conférences, sebinspire.com. Eh bien, merci Sébastien Sasseville de t'être déplacé pour partager ta passion et surtout tes enseignements qu'on a besoin, je pense, d'entendre et réentendre. Alors, je vous souhaite de l'avoir chez vous dans votre entreprise. Honnêtement, vous allez bien aimer ça. Merci aussi encore à mon ami Sylvain Manceau pour ses enseignements, lui aussi, sur le houblon. Merci à nos commanditaires sans qui ce balado serait impossible. Merci également à toi qui est à l'écoute. Merci de partager les balados avec tes amis et ton entourage. Je te dis salut et surtout, top rando! Sommet et Collet vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles Henry. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui sauront plaire à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.